Avant de commencer, il y a des blagues dans la vidéo, donc si t'aimes pas ça, ne regarde pas. Alors aujourd'hui on va s'enfoncer dans le caca avec une série ratée d'un bout à l'autre. On va résumer les 2 saisons en moins de 5 minutes. Comme ça je serai aussi rapide que ce qu'ils essaient de résumer dans cette série de merde. Déjà, le style graphique. La 3D est moche, il n'y a que les armures qui ont un design pas si mal, sinon ça respire le vide et le toc. Il n'y a personne dans les villes comme dans Miraculous. Les têtes des persos ressemblent à de la pâte à modeler. Même les dessins fixes sont moches. Et Saori, bon Dieu, ils en ont fait un garçon manqué. L'histoire déjà. Les saints ont le pouvoir en eux. En gros, ils ont pas compris le cosmos. Ils nous ont foutu des militaires là-dedans. Pourquoi? On sait pas. L'histoire n'est certainement pas assez épique pour les ricains. Aucune des personnes qui a produit ça n'a regardé un seul épisode de la série, ou ouvert un manga. Pas le lire, hein, juste l'ouvrir, c'était trop dur. Faut se concentrer. Ils parlent beaucoup de la mythologie, et il y a plusieurs dieux, c'est très compliqué pour le ricain. Ils sont complètement perdus. Donc, le premier épisode part direct en couille. Seiya se fait agresser, pouf, ses pouvoirs se révèlent à lui sans qu'il ait besoin de s'entraîner. Un mec filme ses exploits, et paf, il fait le buzz sur YouTube. Il se retrouve kidnappé par un papy qui va lui expliquer qui il est. Mais pas fini de papoter, les vilains arrivent. Pouf, deuxième épisode, on se retrouve en Grèce, à la fin de l'entraînement de Seiya. Pas d'oreilles coupées, évidemment, mais pas de temps à perdre. Nous voilà à un grand tournoi galactique. Mais il y avait confinement, pas de spectateurs, on est déjà à l'épisode 3. Les mecs avaient un train à prendre, on découvre les Power Rangers, Force Rose infinie de transitionner, et on arrive sur la plus grande scène de dialogue de tous les temps. Avec qui me direz-vous? Eh bien, avec sécurité, la plaque d'égout électrique en télétravail. Sécurité est en télétravail. Vous pensez vraiment que j'étais un robot plaque d'égout? Véridique, c'est dit texto. Il y a un mec dans le monde dont son taf, c'est de rester chez lui, à attendre qu'un Pékin passe dans le désert à côté d'une plaque d'égout. Pour lui demander s'il a son médaillon chevalier pour rentrer, sinon Niet va crever de soif plus loin. Après cette scène anthologique, on revient au combat mou entre chevaliers confinés. On avance, combat contre un méchant hélicoptère pour récupérer l'armure d'or. Apparition de Iki. Ah oui, Athéna a retrouvé son look normal. Elle s'est dit que piquer le rôle de Shun c'était pas cool, alors elle a détransitionné. Ensuite, on découvre que Bane de Batman a filé sa technologie à l'armée du Glandu du coin, pour pouvoir être aussi fort que nos Power Chevaliers. Combat contre Kiki du Phénix, le volcan s'écroule, mais Maître Mou, oui, Mou, pas Mu, non, Mou. Même les traducteurs de la VF en ont rien à foutre. Seiya est sauvé par Kiki, le bon cette fois. Il explique tout à Seiya, qui n'en revient pas d'avoir été sauvé. Et on enchaîne avec les Chevaliers d'Argent et leur combat mou. Mou, hein, cette fois. Nous voilà 2 épisodes de combat pourri plus tard. On nous explique des trucs avec Maître Mou. Pas Mou. On avance. C'est trop nul. On arrive déjà à Shiryu qui se crève les yeux. Ah non, il se déchire les nerfs optiques. Et hors champ évidemment, sans la moindre goutte de sang. Et là, pouf, on découvre les Chevaliers d'Or. Je rappelle, on est à l'épisode 10. Hein. Ça avance vite dans cette série. La gare d'arrivée est pas loin. Faut rusher vite. On découvre aussi que l'armure du Grand Pop a été faite par mon fils à la maternelle. Et que les armures d'or, elles, ont bien été faites par Athéna. Retour dans la ville vide de Miraculous avec le lion vénère contre Power Seiya rouge. Pas le temps de niaiser, retour chez les soldats avec le papy qui s'aime plus. Du blabla sans intérêt, comme si on en avait quoi que ce soit à faire des expériences ratées de Bane sur le cosmos. Mais merde, c'est déjà le final. Bon, les chevaliers d'or ont disparu, à la place du méchant final, on a un gland en armure techno-médiévale d'occasion. Avec Papy dedans, qui se fait évidemment botter le cul par Seiya grâce au pouvoir de l'esprit. Même un concept simple comme le pouvoir de l'amitié, ils n'y arrivent pas à le faire. Faut qu'il se trompe. Et là, bon, Athéna se prend une flèche et cliffhanger de ouf. Trop hâte de voir la suite. Non, je déconne. Mais je l'aurais regardé, juste pour me moquer de cette connerie au niveau d'un Dragon Ball Evolution. Bon voilà, la série elle est finie comme ça. Je vous l'ai résumé en 5 minutes. Bon, vous l'avez compris, ne la regardez pas, cette série est débile, elle n'a rien compris à l'original, sauf si vous voulez vous taper des barres dans un moment d'angoisse existentielle. Et dites-vous, il y a toujours pire que votre situation. Cette série vous fait voir que quelque part dans le monde, il y a des gens dont le taf est de créer une bouche d'égout qui est administrée par un mec virtuel qui est en télétravail, dans un anime à 3 sous. Du génie, cette série est visionnaire sur l'avenir. Donc on va aller voir ce qui se passe dans cette fameuse saison 3 du plus grand animé de Saint Seiya à Netflix, qui est parti sur Crunchyroll. On reprend là où on avait laissé nos Power Chevaliers, et on découvre le vieux maître qui a blanchi. Le violet ça devait pas être woke, hein, donc on découvre que Doko peut se téléporter aussi. Hein. Les visages sont toujours aussi moches, mais les armures d'or par contre elles claquent bien. La tête de Mu est encore plus ratée que dans les 2 autres parties. Et tiens, grâce à cet anime, on apprend que le cœur est juste en dessous de la clavicule gauche. Et moi qui croyais qu'il était derrière le sternum. Shiryu déduit tout seul qu'il doit traverser les 12 maisons du Zodiaque avant que la flèche tue Athéna. Pour aller au sanctuaire, il traverse un portail, laissé là par le pauvre chevalier d'argent. On découvre la première maison du chevalier du bélier, Mu. Et Mu est méchant, puis il change d'avis en 2 secondes.
Il répare les armures en un coup de cuillère à peau, mais par contre elles n'ont pas changé de style. Ils devaient pas avoir assez de sous pour refaire le design, hein. Ils ont pas envie de vendre des figurines, ouais, ils en ont marre. La série a trop d'idées. Allez hop, épisode 2. On arrive devant le taureau et là on part dans un flashback à la con où le grand pop déballe son plan, comme quoi il faudrait tuer Athéna. Tout ça devant les chevaliers d'or. Mais bien sûr, hein, c'est pour sauver le monde de la paix et de l'amour. Hein. Aucun des chevaliers d'or de moufte, tout se passe bien. Aucun ne se dit que c'est pas normal que le pop veut tuer tout le monde. Hein. C'est encore un truc bien débile. Combat contre Aldébaran. Il écrase Seiya avec son pied et hop, Seiya fait une introspection et il s'est mis au 7ème sens. Voilà, c'était rapide. Nul et nul, hein, évidemment. Donc il coupe la corne, tout, hop, c'est vite fait. Épisode 3, on arrive déjà aux Gémeaux. Ah non, on part sur Aphrodite, qui se bat contre un chevalier d'argent, qui utilise des techniques de substitution à la Naruto. Pas compris que ça faisait là. Puis on repart sur un flashback encore, plus con, qui nous montre comment Shun a été amené à participer au méga tournoi galactique du confinement. Des autres épisodes, hein, si vous avez oublié. Et c'est vraiment moche, hein. Les décors sont vides, tristes. Les pauvres gosses qui regardent ça, je les plains. À part rajouter un quota de filles, ce flashback ne sert à rien. Donc nouvelle attaque de Yoga. Attention le nom, hein. Qu'est-ce que ça fait là? On sait pas. Et Shun maintenant a une chaîne électrique de 10 000 volts. Je sais plus ce que je regarde, Pokémon ou les Senseiya, on sait plus. C'est complètement con comme d'habitude. Allez hop, on enchaîne épisode 4, hein. C'est des petites vidéos, il faut que ça speed. Et là, ça commence encore par un flashback. Et là, Shun et Ikki sont je ne sais où, des chiens les attaquent. Et là, Shun, pouf, comme pour Seiya, il a déjà son cosmos. Mais l'incohérence n'est pas là. Hein. Elle est dans le fait que, comme par hasard, il y a des soldats du sanctuaire qui cherchent des gens avec un cosmos. Mais c'est tellement des branques qu'un gamin leur met une rouste tranquille. On se demande bien à quoi ils servent, hein, c'est une bande de guignols. Et le maître Ikki débarque de nulle part et il le kidnappe. Mais ils ne prennent pas Shun. Hein. Allez savoir pourquoi, on sait pas. Alors qu'apparemment c'est lui qui a un cosmos spécial. Hop, ça coupe, retour au combat avec les Gémeaux. Mais il est coupé aussi sec en 2 secondes. Le chevalier Shun disparaît. Et comment il finit? Et pouf, reflashback. Je crois que c'est à ça qu'on reconnaît les mauvaises séries. Elles ont des flashbacks et elles ne savent pas quoi raconter sur ce qui se passe dans le présent. Et allez, encore plus d'incohérence dans ce flashback. Hein. June apparaît de nulle part. Elle vient chercher Shun, puis elle l'emmène pour devenir chevalier. C'est rapide, ça va vite, hein. Ça speed. Hein. À mon avis, ils n'avaient pas envie de raconter le passé des chevaliers, donc ils torchent ça à la va-vite en 2 secondes, ils en ont rien à secouer. Alors hop, retour à nos moutons qui sont tombés dans le sanctuaire. Shun retourne dans le temple pour se battre hein, contre le chevalier des Gémeaux, alors qu'elle en était sortie. Voilà. Elle veut pas, oui c'est vrai que c'est une fille, elle veut pas partir sans se battre. Et hop, il y a un autre changement à la con. Donc on découvre que Yoga a été envoyé par Camus pour assassiner Athéna. Ils ont supprimé le chevalier de cristal, il a disparu. Envolé, au revoir. On arrive déjà à l'épisode 5. C'est le combat entre Shiryu et le cancer. C'est une simple redite de l'épisode original, mais en version moche et rushée. Redétour vers les gonzesses, hein. Ils essayent de rajouter une intrigue à la con, donc ils se foutent totalement avec June et Marine. Je suppose qu'il n'y avait pas assez de filles, donc il fallait faire un quota, même s'il n'y avait rien à raconter. Allez, on passe épisode 6, suite du combat contre Shiryu et le cancer. Bon, bah c'est toujours inutile, parce que c'est recopié sur l'original, mais en moche, sur mal fait. D'ailleurs là, à la fin du combat, Shiryu retrouve la vue, grâce au son cosmos. Je me rappelle plus si c'était dans l'original ça. J'ai pas le courage d'aller voir, de toute façon c'est con, ça donne pas envie. Hop, allez, épisode 7. C'est là aussi une copie Wish de l'anime original, avec quelques légères modifs entre le combat de Seiya et du lion, mais ça justifie toujours pas de refaire ces épisodes. Hein. C'est aussi inutile que les remakes live de Disney. On va arrêter là. Hein. Cette saison est moins catastrophique que les autres. Ils ont viré toutes les conneries de militaires, du coup, bah, y a plus rien pour rigoler, c'est dommage. Moi qui pensais faire une vidéo où on allait se marrer, mais non. Ça a vraiment aucun intérêt d'exister, hein. Si vous voulez montrer cette série, bah, regardez l'original. Eux, de leur côté, au lieu de faire ça, ils auraient dû remasteriser l'original. Ou je sais pas, ou faire une version qui colle au manga, bien plus fidèle. Là, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, hein. Ben, je regarderai la suite, hein, on verra bien. Ah, l'épisode 7. Bon, rien que l'on ait déjà vu dans l'anime, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on passe directement à l'épisode 7. Au 8ème. Donc dans cet épisode, on apprend que les chevaliers d'or peuvent voler, tranquilles comme Goku, et même se battre en plein ciel, à se lancer des boules de feu. Et sur le chemin de la Vierge, ils tombent sur des squelettes en armure. On va encore me dire que c'est dans le manga d'origine, mais n'empêche que ça fait vraiment ridicule. On les dirait sortis tout droit d'un jeu vidéo. Et le pire, ils galèrent contre eux alors qu'ils viennent de se battre contre plusieurs chevaliers d'or juste avant. On passe à l'épisode 9, on continue avec un des squelettes qui devient géant. Enfin un truc inédit en anime qui sort de l'ordinaire. Il était temps. Bon, il se fait battre par une prise de catch complètement ridicule, sortie de nulle part, mais c'était drôle à regarder. On retourne à nos chevaliers volants qui rentrent dans la grotte du Grand Pop pour accéder à sa demeure. Ils se font choper par leur double maléfique. On assiste donc à un combat de télékinésie entre Mu et Mu.
et un autre combat de force brute entre le taureau et le taureau. Les combats étaient courts mais bien sympas, comme quoi tout n'est jamais perdu. J'ai bien aimé cet épisode, donc je le dis, parce qu'il n'y a pas que du caca dedans en ce moment. On passe à l'épisode 10, ça va vite, parce que la série ne sert pas spécialement à grand chose pour ceux qui connaissent l'anime d'origine. Ça vous rappellera des souvenirs, mais ça sert pas à grand chose. Ça rajoute les passages inédits là, mais bon. Donc ici, en passage inédit, on a le combat entre June et Dédalus. Mais comme c'est des personnages qui n'ont pas d'intérêt, qu'on se fout totalement, on s'en tamponne, ils sont pas développés. Donc c'est chiant et long, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on enchaîne, et on va enfin arriver au Chevalier de la Vierge. Là, le combat est bien, mais on a l'impression que ça a été diffusé en accéléré tellement ça se passe vite. C'est rusher, c'est vraiment pénible sur ce truc là, la série elle est vraiment chiante à regarder, c'est vraiment, tout est accéléré. Et la sœur de Iki, ça pique mes oreilles, à chaque fois que j'entends ma sœur au lieu de mon frère, c'est vraiment une idée à la con d'avoir changé le sexe de ce personnage, ça n'a aucun putain d'intérêt, c'est débile. Je comprends pas. Au lieu de le mettre gay, ça aurait été beaucoup plus intelligent, mais bon. Donc on enchaîne, on passe à l'épisode 11, ça va vite, ça fera une toute petite vidéo, c'est juste comme ça juste pour s'amuser. Donc on continue le combat entre Iki et Shaka. Et là dans celui-là, Iki se fait réellement mettre en cendres. Il est cramé, on voit un tas de cendres, et il renaît. Le phénix renaît de ses cendres, et ça c'est pas mal. Je crois que c'était pas dans l'anime original, c'est une bonne idée, ça nous rajoute un peu de nouveauté. Le combat est pas mal et tout, mais c'est ultra accéléré. C'est des gros défauts de la série, c'est d'être ultra accéléré. Donc on enchaîne sur l'épisode 12, on va pas piloguer pendant 10 ans. Si vous avez vu la série, vous connaissez ce qui se passe. Donc on arrive au temple de la balance. Yoga est libéré de son cercueil de glace. On retourne sur une scène où le bélier et le taureau qui arrivent à la demeure du grand Pop. Ils ont réussi à vaincre leur double. Et ils découvrent le vrai Pop qui lui est mort depuis belle lurette, assis sur un trône. Et là, le faux Pop arrive et il les éclate vite fait en 2-2. Les bronzes tombent de la montagne. On ne sait pas ce que devient le bélier et le taureau. Puis on saute sur une autre scène où là on retrouve les anciens chevaliers de bronze, la licorne, l'ours et ces guignols-là, qui arrivent pour défendre Athéna. Ils ont mis du temps, ça fait déjà un bon moment qu'elle a besoin de protection. Là il n'y a que le chauve qui la défend. Mais ils arrivent, ils se transforment et là on remarque qu'en fait ils n'ont pas de casque. J'avais pas fait gaffe depuis le début de la série, mais en fait les chevaliers de bronze ils n'ont pas de casque. Allez, ça va, où ils sont partis. L'info s'est perdue dans les limbes d'Hadès, peut-être, on ne sait pas. C'est comme ça, ils n'ont pas de casque. Et donc la saison va se finir sur le combat contre le Scorpion. C'était bien rapide. Cette partie est bien mieux que les autres, mais ça donne vraiment un sentiment d'être ultra rushé. C'est vraiment comme la vidéo là. Vous avez sûrement l'impression que j'ai rushé la vidéo. Ça vous donnera la même impression avec la série. Comme ça, on reste dans les clous, dans le thème. Donc les rajouts du manga sont pas trop mal, même si je crois qu'ils n'avaient pas tort de les enlever de la série de l'époque. C'est la plupart, ça sert à rien. Les foutus flashbacks à la con avec des persos random, qu'on se tamponne le kiwi, on s'en fout de ce qui leur arrive, ils nous foutent des flashbacks sur eux. C'est vraiment des scènes pénibles et chiantes. Mais bon, il y a du mieux par rapport à la première saison. Enfin, l'épisode 1 commence avec un nouveau personnage nommé Chloé, qui a un masque que du côté où on ne voit pas son visage, car il est caché par ses cheveux. C'est très logique. C'est la Scream, elle retranscrit les guerres qui se passent au sanctuaire. Shun a réveillé Yoga du cercueil de glace, comme dans l'original, mais là bizarrement, elle n'enlève pas son armure et n'utilise pas la chaleur de son corps. Là c'est juste le cosmos qui le réchauffe. N'assumerait-il pas d'en avoir fait une fille, Allez savoir. Yoga se bat contre le Scorpion, il se prend la Scarlet Needle qui paralyse les ennemis, mais 2 minutes avant, il a lancé l'attaque sur Seiya et Shiryu qui sont partis tranquillement sans plus de douleur que ça. Logique encore une fois. Bon, Yoga gagne comme dans l'original, ça va plus vite, mais ça passe pour cet épisode. Allez, on passe à l'épisode 2. Les chevaliers de bronze restent vers Athéna, ils vont se battre contre les argents. Jabu défie les autres un peu plus loin. Là, pouf, Iki revient pour annoncer la vérité sur le grand Pop, comme quoi ce n'est pas le vrai Pop. Purée, les gars nous font un flashback sur le tournoi du confinement, comme s'il s'était passé un truc intéressant à ce moment-là avec les autres bronzes. N'importe quoi. Donc, combat entre les chevaliers d'argent qui ont déjà perdu et les bronzes qui avaient aussi déjà perdu. C'est pas très passionnant. Surtout que les argents continuent de prendre de haut les bronzes. C'est débile. Ils ont donc rien appris de leur défaite. Pas d'évolution de personnage. Ouais, bon, les nuls ont fait 3 matchs nuls. Ok. Donc on passe à l'épisode suivant parce que là, on s'en fout complètement. Épisode 3. Seiya, Shiryu et Shun suivent un papillon qui les emmène vers Chloé, qui leur donne un masque pour aller au royaume des morts, où se trouve déjà Athéna qui discute avec le cancer, qui la convainc de sauter au fond des enfers en 2 secondes, car elle est trop faible. Aldébaran intervient juste à temps. Seiya arrive à reprendre confiance à Athéna, et c'est tout ce qu'il y a à retenir de cet épisode, donc on passe vite fait au suivant, l'épisode 4. Pour le début de la saison, c'est pas terrible.
on voit l'armure du Sagittaire arriver au sanctuaire. Puis flashback sur comment Aiolos devait devenir le grand pop, et sur la prophétie qui dit qu'Athéna est la déesse de la destruction. Les chevaliers rentrent dans un temple et Aiolos les attaque. Ça les fait atterrir dans un autre lieu où Aiolos les attaque en 1 contre 1. Mais ça ne dure que 2 secondes par guignol, fallait juste qu'ils persistent à attaquer. Ça n'a servi à rien, juste à nous montrer les attaques du Sagittaire. C'est déjà ça, on va dire, hein, bref. Bon, retour au temple, des torches s'allument, une armure en forme de coupe apparaît pour montrer la fin de la prophétie, qui dit que non, Athéna ne va pas détruire le monde. Comme d'habitude, c'est trop rocher, alors que cet épisode montrait des trucs intéressants pour une fois. C'est bien dommage, comme d'habitude. Épisode 6. Yoga contre le Verseau. Ils insèrent des scènes qui pour le coup sont inédites en animé, avec des flashbacks où Camus entraîne Yoga, et ça c'est bien. Sinon le combat est le même que dans l'anime d'origine, mais en plus rapide. Mais là pour une fois, l'épisode est entièrement dédié à ce combat. Et ça c'est bien, c'était une bonne idée, il faut le dire, hein, parce que les bonnes idées dans cette série, c'est compliqué à gérer pour eux. Hein. C'est plus souvent les mauvaises qu'ils mettent en avant. Bon, par contre il n'y a pas grand chose à dire, hein, donc on va passer à l'épisode 7. Cette fois, c'est le chevalier des poissons. Shun l'affronte pendant que Seiya part devant et tombe dans les roses. Et là, le chevalier du caméléon rejoint Shun. Et tiens, le grand pop mentionne la légende de Pégase. Le combat est nul. Évidemment, comme c'est une gonzesse et qu'il n'assume pas, il faut qu'elle se batte à deux. Mais il ne fait que les jeter de gauche puis à droite et c'est complètement nul à regarder. Elles ne font que geindre une vraie caricature de la femme faible. Un épisode inutile sans intérêt. Il faut attendre les 2 dernières minutes pour qu'enfin elle utilise sa foutue chaîne. Cette nouille ne l'utilise même pas pour se protéger. C'est vraiment débile. Le traitement de ce personnage est complètement à côté de la plaque. Allez, on passe à l'épisode 8. Bon, le combat continue, toujours aussi ridicule, et hop, flashback sur son entraînement. Du coup, on a un vieux maître qui tape sur une gamine de 13 ans, à tout casser. À quel point c'est féministe. Enfin, je n'y arrive pas avec le fait que Shun est une femme. Je sais, je bloque sur ça, mais c'est gravement débile d'avoir fait ça. Shun se fait sermonner par sa copine qui lui balance qu'elle fait pitié, car le maître la ménage. Sans déconner, il tape pas fort sur une jeune fillette, hein. Enfin, fallait y penser. Et même eux, ils ont conscience d'avoir fait du caca avec ce personnage. Les autres femmes saintes, on voit pas leur entraînement. Shun, oui, ils auraient dû y penser avant. Et là, le maître enchaîne la gamine à un rocher, c'est vraiment limite. C'était déjà hardcore quand c'était un garçon, et encore, on avait l'excuse qu'on n'arrivait pas à déterminer leurs âges. Dans l'animé de l'époque, ils faisaient jeunes adultes. Là, on voit que c'est des ados, et ça rend le truc encore pire. Bon, l'autre nouille plonge pour sauver Shun et manque de se noyer, ça a permis à Shun de remonter son cosmos pour se libérer et la sauver. Elle aura servi au moins un truc dans ce foutu dessin animé, ce personnage. Bon, on reprend le combat, et là, il suit l'histoire classique du poisson. Il détruit la chaîne, et oh, sauf que là, il y a Tartouffe qui vient, et elle se prend une vague de roses noires. Elle s'appelle June, au fait, hein, j'oublie tout le temps son nom, je l'appelle tout le temps n'importe comment, et en fait c'est June, le chevalier des caméléons. Et avec un peu de chance, hein, ce coup va la laisser dans les vapes pendant un bon moment pour le reste de l'animé. On avance. Allez, reflashback, et nous reparlent du tournoi du confinement. Ils veulent pas oublier la première saison catastrophique de cet anime. Ils brodent une histoire comme quoi elle est trop puissante, mais elle se laisse perdre car elle est trop gentille. C'est con, c'est nul. Purée, enfin bref. Bon, le reste du combat est normal, elle le tue avec une tempête nébulaire et manque de crever à cause de la rose blanche. Épisode 9. Cléo parle au grand pop qui veut la tuer, mais il se sent mal et Pégase est toujours étalé dans les roses. Chloé se fait attaquer par un chevalier d'argent, celui du corbeau, car elle veut partir du sanctuaire. Et Marine vient à sa rescousse, il se fait rétamer en un coup. Marine arrive où Seiya est, et elle se protège le nez pour ne pas respirer le poison des roses. Mais une seconde après, elle donne son masque à Seiya pour qu'il fasse office de filtre. Ok, la logique c'est pas important, comme d'habitude. Elle l'aide à monter les marches au péril de sa vie, Seiya reprend ses esprits et dégage les roses avec ses météores, que Marine ne pouvait pas faire, évidemment elle était trop con. Et Shina récupère Marine, et ils arrivent, et Seiya arrive enfin à la salle du grand pop. Toutes les révélations sont faites à Seiya, sur l'identité du pop, et le bouclier, comme dans l'original. Bon, rien de spécial sur cet épisode, à part la logique qui s'envole comme d'habitude, donc on passe au suivant. Épisode 10. On retrouve le bélier et le taureau qui étaient assommés sous les décombres du temple du grand pop, depuis je ne sais combien d'épisodes. Et la Vierge demande au bélier de les ramener, lui et Iki, de leur dimension, pour sauver Iki, et qu'il aide Seiya à battre le pop des Gémeaux.
Seiya, pendant ce temps-là, perd tous ses sens, comme d'habitude. Il booste son cosmos et nous sort un nouveau type de météore qui ressemble à l'attaque du Chevalier du Lion. Il arrive à voir, grâce à son cosmos, attaque tornade de Pégase cette fois. Tiens, le dragon tombe du ciel devant Ikki qui est en train de remonter les marches des 12 temples. On l'avait complètement oublié, hein. Il a mis du temps à descendre, hein, mais il atterrit sans dommage, c'est magique. Il le laisse et trouve Yoga, puis il trouve Shun, et il la laisse. Elle lui dit qu'elle allait le rejoindre, mais lui il leur dit quand même adieu. Peut-être qu'il sait déjà ce qu'il va se passer. Ça y est, Ikki arrive enfin à la salle du pop et rentre de façon badass. Bon, l'épisode là il était pas trop mal, pas trop de conneries délirantes à signaler, donc on passe au suivant. Épisode 11. Ikki s'en prend plein la couenne. Ils se font mutuellement leur attaque d'illusion, Ikki le surpasse. On retrouve les autres chevaliers de bronze qui s'étaient battus contre les argents nuls. Ils se congratulent, ok, à quoi ça sert, on sait pas. Retour au combat, le Gémeaux bat Ikki, et le Gémeaux nous fait un discours sur sa vie, son œuvre, sa mégalomanie. Et on apprend que le Pop voulait céder sa place, mais il a choisi Aolios au lieu de Saga, et c'est pour ça qu'il était pas content, et qu'il l'a tué pour prendre sa place. Bon épisode, on apprend des choses sur comment est arrivé Saga au pouvoir, et c'est pas mal, hein. Dommage que la série est pas plus souvent comme ça. Allez, on part pour le dernier épisode de cette série. Épisode 12. Seiya se relève pour aller chercher le bouclier. Ikki empêche Saga de le frapper, mais il se fait tuer. Le sceptre d'Athéna apparaît à côté d'elle, mais, tel le marteau de Thor, il est très lourd. Seuls les dieux peuvent le soulever. Du coup, les bronzes sont obligés de s'y mettre à 4 pour le remettre droit. Les argents viennent les aider, donc 8 pour soulever le machin, donc il est vraiment lourd. Athéna, elle est costaud. Enfin, c'est une déesse, je déconne. Tout le monde dit Seiya. Alors, vous aussi, faites-le. Il faut le soutenir. Seiya! Le pouvoir de l'amitié est en train de s'allumer, donc participez-y. Il lui défonce la tête, ça marche, c'est toujours bon ces moments de shonen pur. Mais Saga n'est toujours pas vaincu, c'est un dur à cuire. Par contre, il dit que ça fait 20 ans qu'il a pris la place du Pop, mais il dit aussi qu'Athéna n'était qu'un bébé. Du coup, il y a une incohérence avec l'âge, ils sont censés avoir 15 ans, et pas 20, ma foi. C'est compliqué avec ce bordel. Bon, il arrive à prendre le bouclier, la flèche qui est plantée dans son cœur et qui est pas au bon endroit. Pour info, le cœur est sous le sternum, pas en haut à gauche. Elle disparaît, ainsi que le fantôme méchant qui possédait Saga, dans un cri qui fait Bouh. Ouais, ça faisait vraiment ridicule. J'ai rigolé à ce moment-là. Bon, là c'est l'épilogue, les chevaliers restants font des courbettes devant Athéna, Saga apparaît, il se fait seppuku avec sa main pour se repentir de ses fautes. Bon, les mecs, ils ont fait tout ce laïus en laissant les 5 bronzes qui ont sauvé les miches d'Athéna là où ils sont. Si Mu ne leur avait pas dit qu'il faudrait peut-être aller voir dans quel état ils sont, eh bien, ils seraient morts. Sympa pour le dévouement qu'ils ont. Même Athéna les avait oubliés. Et là, du coup, elle part en courant pour remonter le sanctuaire. Donc, on va faire la conclusion. Bon, cette saison était bien bancale, hein. Pas mal de conneries pour Shun, qui est une ineptie totale. Il était très bien avec son ambiguïté gay. Ça marchait très bien. Là, c'est du n'importe quoi, et ça rend les scènes plus graves que ce qu'elles ne sont. C'était déjà pas mal trash avec la version originale, qui, quand on y pense, était assez hardcore, hein. On oublie vite que les personnages sont des mineurs, hein. Et ça, c'est à cause des dessins où ils font plus adultes dans la vingtaine que leur vrai âge, hein. 14 ans, 15 ans, je sais plus trop, mais ils sont jeunes. Bon, par contre, on ne s'ennuie pas dans cette série, avec les conneries qu'on nous tienne en haleine, et il y a quelques bons ajouts, ça c'est vraiment sympa à voir. Je ne sais pas s'ils vont poursuivre avec Poséidon, au moment où j'écris Céline, il n'y a pas d'infos sur les sites officiels. Il y a le moment post-générique dans l'épisode, avec Doko qui annonce le réveil de Poséidon, mais est-ce que la série a marché assez pour qu'il puisse continuer? Ça, on ne sait pas encore. Dites-moi, vous, si vous l'avez vu, et ce que vous pensez de cette mouture. Bon, allez, je vous laisse là. J'espère que je vous ai au moins arraché un petit sourire avec cette vidéo. N'oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements soutien, les pommes, tout ça. Et moi, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye!